Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 29 octobre 2015. Mon nom est Bruno Lalande. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai écrit concernant le dernier livre de Robert Hébert, Dernier Tabou. Vous pouvez sans doute également aller écouter ce texte sur les ondes, en balado-diffusion sur les ondes de Radio-VM à l'émission de France Boisvert, Le Pays des Livres, émission enregistrée le 9 octobre. Alors, j'en profite pour réintégrer mon laboratoire de livres. Je suis un tout petit peu contrarié, je dois vous confesser tout de suite, car j'ai ouvert une deuxième chaîne, et sur cette deuxième chaîne-là, YouTube, j'ai 5 abonnés, dont moi. Et l'autre, l'ancienne, que je vais essayer de retrouver, je ne sais trop comment, eh bien, compte un petit nombre de quand même 350 abonnés. Alors voilà, et il est possible que j'interrompe cette lecture-là pour y ajouter des commentaires qui me viendront à la suite de cette lecture-là, ou peut-être pas, et peut-être également vais-je offrir un petit florilège de quelques citations de Robert Hébert. Avant de vous parler de Dernier tabou de Robert Hébert et des significations multiples de son titre, polysémique, il me faut vous confier que je connais personnellement Robert Hébert depuis très longtemps et il fréquente ma librairie depuis 20 ans. Nous échangeons sur divers sujets qui vont de la politique, les grandes lignes, les grands concepts, les fondements, à la politique quincaillerie, mise en scène, stratégie, sondage, etc. Mais assez rarement de nos vies privées, car toutes nos lectures, tous nos choix de lecture, en filigrane, trahissent notre vie privée. Mieux, la relève, la révèle, pardon, la met en relief, cette vie privée, notre vie intime, qui est le sucre de nos pensées. Aucun choix de nos lectures n'est innocent. Je ne sache pas que Robert Hébert n'ait jamais lu pour passer le temps, mais plutôt pour le charger d'un poids de sens, de signification supplémentaire. Robert Hébert, lecteur absolu, qui a sans doute écrit pour s'acquitter d'une dette, d'un héritage chargé de sens. Avoir tant lu en ajoutant un petit rayonnage à la bibliothèque universelle est une manière de s'alléger, de voyager plus léger au travers du labyrinthe de textes publiés. Connaître un auteur, le fréquenter, disons-nous, est une expérience gratifiante. Le fréquenter vraiment en chair et en os est une expérience peu commune. J'en fais ici mention car l'honnêteté, la reconnaissance m'y oblige, mais surtout que les ouvrages de Robert Hébert, et en particulier Dernier tabou, sont des invitations à ce que la pensée elle-même s'incarne dans un corps, et le corps du lecteur, par le fait même, parle aussi. Je sais que Robert Hébert a nourri pendant un certain temps, confession inopinée oblige, un intérêt pour Marie de l'Incarnation, cette pionnière de la Nouvelle-France, et auteur elle aussi par nécessité. Robert Hébert de l'Incarnation, aurais-je envie de dire. Ce très long détour pour dire qu'est contenu dans le titre Dernier tabou tout le projet de cette écriture. Et que sont les derniers tabous? Notre auteur, qui est philosophe de formation et professeur retraité au collège, nous y reviendrons, nous traque les derniers tabous en philosophie, qui sont, le corps d'abord, le corps, l'être, le soi, la personne réelle devant nous, le visage, la figure humaine, unique, vous, moi, l'être incarné qui se tient là. Non pas une abstraction ballottée dans un océan de concepts abscons. Les derniers tabous en philo sont innombrables, non nommés. Le sol où sont posés les pieds de la personne réelle, le sol natal, le lieu, les rues, le réel absolu, disait le poète Paul-Marie Lapointe, le tangible, ce que l'on tient à portée de main, ce qui s'offre à la vue, ce qui est saisi par l'expérience, ce qui se passe par l'immédiateté des sens.
le corps encore, le corps de la ville, de l'histoire, histoire, grand H, date, date marquante, date saignante, date que l'on enseigne, événements que l'on enfouit aussi, menus événements qui font la trame du quotidien, de ce harassant quotidien. Histoire petit H ici, histoire des humains ordinaires ou de chercheurs indépendants, cartographes. Dans l'un des chapitres, il nous narre la déportation des Acadiens, ce terrible traumatisme jamais subsumé. L'un des ancêtres directs d'Hébert a connu l'arrachement, l'exil. Ces pages-là sont brûlantes. On y sent sourd d'un chagrin qui n'ose dire son nom. Chagrin d'autant plus lourd qu'un membre de sa famille lui avait transmis un petit carnet écrit en anglais, truffé de découpures de journaux qu'un oncle avait colligé comme un terrible aide-mémoire. Les traces de ce génocide préfigurant ceux du 20e siècle. Cet oncle qui, à l'instar de ce neveu auteur, n'avait pas réussi à extirper les traces du trauma. Je dis extirper, car j'ai appris que c'est ainsi que l'envahisseur anglais qualifiait son opération de déplacement de population. Cet autre passage où l'infatigable collectionneur de preuves et de traces consacre un chapitre sur 2 ouvrages liés à la destruction de bibliothèques, ceux de Lucien Expolastron, livre en feu, Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques, et celui de Fernando Baez, Histoire universelle de la destruction des livres. Et dans aucun de ces livres, se désole Hébert, n'est fait mention de l'incendie criminel de 2 bibliothèques au Parlement, Montréal étant alors la capitale du Canada en 1849. Les Tories, révoltés que l'on puisse amnistier les patriotes de 1837-1838, avaient procédé à l'incendie des 2 institutions, l'Assemblée et le Conseil législatif, au total 23 000 livres calcinés. Robert Hébert, député, écrit « Dans cette somme dévastologique, rien de rien. Sentiment personnel d'inexistence collective sur 500 pages. Même pas une note en bas de page dans le concert inifieux et moral de l'humanité, quand sont mentionnés 100 exemplaires de Harry Potter brûlés au Nouveau-Mexique. » On y sent dans ces pages-là une sorte de désespérance morale, mais toujours matinée d'humour et d'une touche de poésie, car le texte, le corps du texte, est traversé par la poésie. Il cache bien son jeu, Robert Hébert, car l'élément poésie est ce qui est le plus concret dans cet ensemble de courts textes. La poésie étant, dans son essence, ce qui nous fait sentir le mieux le monde possible, le monde apparent. Robert Hébert, en vrai poète, se défendra d'en être un standard. Mais il y a un aspect de son sacerdoce qu'il ne pourra recuser, celui d'éveilleur, de professeur, de pédagogue autrement dit. J'ai dit qu'il était un professeur, un maître sans marteau. Il offrait ses cours aux collégiens comme un acteur improvise son numéro, le plus grand des numéros, éveillé ou gardé éveillé de jeunes esprits, qui ne sont plus des enfants, mais qui en conservent les attentes ou les stigmates, mais qui ne sont pas non plus des adultes libres de quitter la salle de cours. Il y aurait long à dire aussi, mais je crains que le temps nous manque. Résumons-nous. Il nous faut garder présent à l'esprit que le travail de professeur a alimenté, a irrigué le travail incarné de la pensée. La nécessité d'être compris, d'être entendu pour faire connecter les mots et le réel. Pour un jeune auditoire, la charge d'armes qui devient également comme une décharge électrique, visant à provoquer la réflexion, la mise en mouvement de la pensée. C'est en confondu avec la confection de textes qui sont autant de micro-récits offrant au lecteur de nouvelles perspectives, de nouveaux mobiles.
Je vais conclure ici. On ne sort pas indemne, mais indemnisé par le profit que l'on trouve à la conversation d'un penseur fécond, original, hétérodoxe, embusqué. On s'est approvisionné en livres, en vivres, véritable cache de livres partant de disettes pour cause d'abondance. Une expérience à laquelle je suis soumis depuis 20 ans que je pratique ce métier de libraire. De jeunes auteurs non publiés m'invitent à les lire. Je réussis généralement à me soustraire élégamment de cet invite à double tranchant, en leur demandant si dans un futur proche, si jamais publiés, ils se considéreront comme auteurs québécois. La plupart du temps, ils se réécrivent écrivains québécois. Quelle idée! Je les interroge sur l'histoire de notre pays, sur ces auteurs qui ont sondé la psyché de ce territoire boréal. Il apparaît qu'eux aussi, ils traceront des signes dans la neige, ignorant leur propre devancier. Ils publieront, seront sollicités par des revues savantes ou marginales. Ils iront, tranquilles, explorant la vastitude universelle jusqu'au jour où ils trébucheront sur une souche sauvage, expérimenteront, lors d'un voyage à Paris, peut-être, le sentiment de leur propre étrangeté, de leur propre américanité. Elvis, soudain, déambulant sur les Champs-Élysées, découvrant dans leur propre finitude, leur québécitude, cette patente, cette affaire weird, le temps de l'écriture rapaillée débutera alors. Oui, des poètes ont chanté devant nous. Ils vivront alors ce qu'a connu Robert Hébert, les jours qui ont suivi un printemps glacial de 1980, la déconvenue, la tristesse et le chemin qui mène à la découverte de soi, de son identité collective, de ce nous-je québécois, et à se demander s'il y a un sens à l'histoire. Tâche difficile et jubilante à laquelle Robert Hébert s'est attaché, ce qu'il a appelé son fameux virage géo... Attendez. Ce qu'il a appelé son fameux virage géo... Je m'en souviens plus. On vient rouiller, c'est pas grave. Allez, tenez, je vous remonte le livre à l'écran. Alors, c'est publié chez Nota Bene dans la collection Nouveaux essais Spirale. Je vous le montre à l'écran. Voilà. Et je vais conclure en vous lisant deux petits passages. Le virage géo-historique. Voilà. Alors, il est à Paris, il fait son doctorat. Je humais l'air des 16 ans. Je voyageais beaucoup. Fréquentais la Bibliothèque nationale avec le camarade de classe, Luc Brisson. Bourreau de travail dont j'apprécie toujours le ton tranchant. La bibliothèque Forney, dans le merveilleux quartier du Marais. La galerie Sonabande. Nouvelle vague des écrivains, artistes et jazzman au Centre culturel américain du boulevard Raspail. C'est à Paris que j'ai découvert ma propre américanité naturelle, presque jalousée. Je me souviens, j'ai vécu et navigué entre plusieurs mondes parallèles. À l'été 1969, alors que Neil Armstrong de la mission Apollo 11 marchait sur la Lune, c'est dans les ruines multiséculaires d'Éphèse en Asie mineure que j'ai cru saisir quelques grandes intuitions d'Héraclite. Feu, combat perpétuel, nouveauté, l'arc et la lyre sous une même et autre lune.
Le problème de l'héritage de la pauvreté ou de son saisissement créatif est une nouvelle variante intériorisée de la querelle du Nouveau Monde. Pour une surconscience à la fois linguistique, disent Gauvin, et conceptuelle, la norme produisant l'excès baroque ou le doute, qui aménagera sur un vaste seuil où la simplicité parfois vertigineuse de la self-reliance ne comptez que sur vos propres moyens. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi, en espérant... je ne promets plus que je serai bientôt de retour. Ma vie existentielle m'ayant amené très loin, et la vie compte plus que n'importe quoi. C'est pas à vous que je vais vous révéler cette chose-là. J'espère bien réussir à retrouver ce petit auditoire mien. En attendant, ben écoutez, je vous invite à non pas vous abonner à cette chaîne-là, mais à peut-être venir me rendre visite à cette librairie d'occasion d'ancien, le livre voyageur où je suis ici présentement. Et voilà, je vous remercie et vous pouvez me téléphoner. Toujours le numéro 514-736-0999. Merci et bonne journée.